Voilà, ma conférence aujourd'hui aura trait au refroidissement laser des atomes, les méthodes et les applications. Alors, ces méthodes reposent toutes sur l'interaction matière-lumière, et il m'a semblé indispensable de commencer mon exposé par des rappels élémentaires sur la lumière et la matière, sur la dualité entre corpuscules et sur la physique quantique. Je m'excuse auprès des spécialistes, mais on m'a demandé de faire une conférence générale, donc j'ai essayé d'introduire ces notions de la façon la plus simple possible. Ensuite, je vous montrerai qu'une première manière de considérer la lumière, c'est de dire que c'est, comme vous l'avez dit, Sora, une manière de les écouter parler, d'obtenir des informations en observant la lumière que les atomes émettent ou absorbent. On arrive à avoir des informations sur leur structure, sur leur dynamique, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie. Une deuxième manière d'envisager l'interaction matière-rayonnement, qui s'est développée plus tard, et qui est maintenant très active, c'est de considérer la lumière comme un moyen d'action sur les atomes, comme un outil pour les manipuler, pour changer leurs propriétés. Et je donnerai deux exemples. Le pompage optique, qui a été effectivement étudié en détail par mes deux directeurs de thèse, Alfred Kempfer et Jean Procel, et le refroidissement laser. Ensuite, il me semble qu'il est important que je vous passe en revue rapidement quelques applications nouvelles, actuelles des atomes ultra-forts qu'on s'est réalisés au laboratoire. Et enfin, je donnerai une conclusion rapide à cet exposé. Donc, commençons par quelques notions générales sur la description moderne de la lumière et sur la dualité entre corpuscules. Nous savons maintenant, après des siècles de travaux, d'études, de réflexions, que la lumière est à la fois une onde électromagnétique, c'est-à-dire un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent dans l'espace en oscillant à une fréquence nue qui caractérise la couleur de la lumière à une vitesse très élevée, qui est une vitesse de 300 000 km par seconde. Et comme c'est un phénomène sinusoïdal oscillant, à un instant donné, on a donc une onde sinusoïdale périodique spatialement, avec une période spatiale qu'on appelle la longueur d'onde, qui est égale à c sur nu, c'est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. Mais nous savons aussi, depuis les travaux du début du siècle dernier, les travaux de Planck, Einstein, et de toute une série d'autres grands physiciens, que la lumière est aussi un ensemble de corpuscules qu'on appelle maintenant les photons, corpuscules qui ont une énergie E égale h nu. Les photons qui sont associés à une onde de fréquence nu ont une énergie h nu, où h est la constante de Planck, une des constantes fondamentales de la physique, qui a cette valeur-là, et ont également une quantité de mouvement, P, qui est égale à h nu divisé par la vitesse de la lumière c. Donc c'est à la fois une onde et des corpuscules. Alors ça, c'était une idée révolutionnaire, parce que quand Einstein a introduit l'idée des photons en 1905, dans son article révolutionnaire, personne n'y croyait, y compris Planck, en disant c'est impossible de revenir à une notion corpusculaire de la lumière, comment expliquer les phénomènes d'interférence à ce moment-là. Ça a mis au moins 15 ans avant d'être accepté par la communauté des physiciens. Maintenant, on l'a intégré, et c'est un petit peu cette dualité onde-corpuscule qui est quelque chose caractérisant tous les objets de la physique, et en particulier la matière. Non seulement la lumière, mais la matière a aussi un comportement ondulatoire et corpusculaire. Et ça a été l'idée de Louis de Broglie en 1924, qui a introduit l'idée révolutionnaire qu'à tout corpuscule matériel, un électron, un proton, un neutron de masse m et de vitesse v, est associée une onde qu'on appelle l'onde de Broglie, et dont la longueur d'onde, lambda de Broglie, est donnée par h sur mv, à la limite non relativiste, h la constante de Planck, divisé par le produit de la masse de la particule qui multiplie sa vitesse. Voici une photo de Louis de Broglie. Et puis quelques mois plus tard, cette idée a été précisée, et on a introduit ce qu'on appelle maintenant la fonction onde, c'est Schrödinger qui introduit l'idée qu'à tout corpuscule il faut associer une onde, qu'on appelle la fonction d'onde, qui obéit à une équation fondamentale de la physique, qui est une des équations les plus fondamentales qu'on appelle l'équation de Schrödinger, et qui ressemble un peu à l'équation d'une onde d'un mouvement vibrant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez tous, quand vous avez une corde d'un piano ou d'un violon, ou une cavité sonore, les ondes qui peuvent exister sur cette corde ou dans cette cavité, à cause des conditions limites, ne peuvent osciller qu'à des fréquences bien définies, qu'on appelle les fréquences de résonance de la corde ou de la cavité. De la même manière, l'onde de Broglie, l'onde de Schrödinger, qui évolue autour du noyau d'un atome, ne peut osciller qu'à des fréquences bien définies, ce qui veut dire
comme les fréquences propres d'une cavité sonore, ce qui veut dire que les énergies, puisque l'énergie est liée à la fréquence, les énergies d'un atome ne peuvent prendre que des valeurs discrètes bien définies. Et on arrive ici à l'idée très importante, et l'idée centrale de la mécanique quantique, que les grandeurs physiques sont quantifiées. Elles ne peuvent prendre que des valeurs discrètes, bien définies. De sorte que si on prend l'ensemble des solutions de l'équation de Schrödinger, on trouve un certain nombre d'énergies possibles, et ce qu'on appelle ça les niveaux d'énergie de l'atome. Je les ai représentés ici par des traits horizontaux dont l'altitude est proportionnelle à l'énergie correspondante. Le trait le plus bas, c'est l'énergie de l'état d'énergie la plus basse, qu'on appelle le niveau fondamental. Puis il y a le premier niveau de cité, puis le deuxième niveau de cité, et ainsi de suite. Donc on a une série de niveaux qui constituent ce qu'on appelle un spectre de niveaux d'énergie. Alors, ayant introduit la lumière et son aspect onde et corpuscule, ayant introduit les atomes avec leur niveau d'énergie discret, je peux maintenant parler des processus élémentaires d'interaction atome-lumière, atome-photon, qui sont au nombre de deux. Processus d'émission, un atome dans un niveau supérieur et peut tomber dans un niveau inférieur G en émettant un grain de lumière, un photon d'énergie H nu. Le processus inverse existe également. Un atome dans un niveau inférieur G peut passer dans un niveau supérieur E en absorbant un photon H nu. Et évidemment, on a la relation EE moins EG égale H nu qui exprime la conservation de l'énergie. Quand l'atome tombe dans l'état E, il perd de l'énergie et cette énergie est évacuée par le photon qui est émis. Pour passer de G à E, l'atome a besoin de gagner une énergie qui lui est fournie par le photon qui l'absorbe. Donc cette relation fondamentale est la relation de conservation de l'énergie. Alors, à partir de cette relation, on peut comprendre maintenant très facilement pourquoi la lumière est une source essentielle d'informations sur les atomes. En effet, au moyen, comme nous venons de le voir, les fréquences qui sont émises par un atome correspondent à la différence d'énergie entre deux niveaux discrets de cet atome. Donc elles constituent un ensemble discret. Et on peut mesurer ces fréquences en regardant la lumière qui est émise et en analysant au moyen d'un ce qu'on appelle un spectromètre, comme un prisme, qui va dévier les rayons incidents d'une quantité dépendant de la fréquence. Donc on obtient ce qu'on appelle un spectre, on dévie les rayons et on observe ainsi le contenu spectral de la lumière qui est émise par l'atome. Et comme ces fréquences émises par l'atome sont discrètes, on va obtenir donc une série de raies discrètes dans la déviation à des fréquences qui vont donner H nu égale EE moins EF. Et comme les raies sont discrètes, on va avoir un spectre de raies. Et la mesure de ces fréquences, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie. J'ai donné ici un exemple de trois spectres. Le spectre de l'hydrogène, le spectre du mercure, le spectre du néon. Vous voyez une série de raies correspondant à ces fréquences discrètes qui peuvent être émises par ces trois atomes. Et vous voyez sur cette figure que les spectres ne sont pas les mêmes. Parce que, évidemment, les niveaux d'énergie d'un atome ne sont pas les mêmes que ceux d'un autre atome. Et donc le spectre de l'hydrogène n'est pas le même que le spectre du mercure, le spectre du néon. Mais cette figure vous montre en quelque sorte qu'un spectre de raies, c'est un peu comme une empreinte digitale de l'atome, ou une empreinte génétique, si vous voulez. Donc en observant la lumière qui vient d'un objet, d'une source, on peut identifier les atomes ou les molécules qui émettent cette lumière. Et ça, c'est très important parce que, en particulier, pour tous les objets de l'astrophysique, on ne peut pas y avoir accès, on ne peut pas aller dans une étoile voir ce qui se passe, mais en regardant la lumière qui vient de l'étoile, on peut savoir quels sont les atomes qui sont dans l'atmosphère stellaire, quels sont les atomes qui sont entre les étoiles. On a découvert des centaines de molécules dans l'espace interstellaire, et on a pu les identifier, savoir que c'est de l'alcool, du méthane, de l'aldéhyde, par l'étude du spectre de ces objets. Donc c'est vraiment en astrophysique, ainsi qu'on connaît aussi par la mesure de l'effet Doppler sur ces raies, qu'on mesure la vitesse d'expansion des galaxies, des étoiles. On peut voir que l'univers est en expansion, on peut mesurer les atmosphères stellaires, planétaires, les molécules dans l'espace interstellaire. On peut aussi détecter les molécules qu'il y a dans une flamme, dans un plasma, dans une décharge. On peut détecter les polluants qu'il y a dans l'atmosphère. Donc vous voyez que c'est une source essentielle d'informations sur le monde qui nous entoure. Maintenant, deuxième idée, la lumière n'est pas seulement ça. C'est aussi un outil pour agir sur les atomes. Pourquoi? Parce que quand un atome absorbe un photon, puis le réémet, il va acquérir un certain nombre des caractéristiques de ce photon. Il va gagner son énergie, il va gagner sa quantité de mouvement, il va gagner son moment cinétique. Et donc, en choisissant convenablement la lumière qui excite les atomes,
On peut modifier les propriétés physiques de l'atome, à volonté. On peut donc manipuler les degrés de liberté de l'atome. On peut manipuler les atomes par la lumière. Et ça, c'est un point de vue qui s'est petit à petit développé, qui devient de plus en plus important. Et deux exemples, je vais vous montrer comment on peut contrôler la polarisation des atomes par ce qu'on appelle le pompage optique et comment on peut contrôler la vitesse des atomes par ce qu'on appelle le refroidissement laser. Alors, premier exemple, le pompage optique, et d'abord quelques rappels élémentaires sur le moment magnétique des atomes. Les atomes, comme Zoran l'a rappelé rapidement dans son exposé introductif, les atomes sont aussi des petites toupies. C'est des petites toupies qui tournent autour d'elles-mêmes et qui ont ce qu'on appelle un moment cinétique J. Et comme toutes les grandeurs physiques, la composante du moment cinétique sur un axe Z donné ne peut pas prendre toutes les valeurs, elle ne prend que des valeurs discrètes bien définies. Je vais prendre un exemple simple de ce qu'on appelle un moment cinétique 1,5 ou un spin 1,5. Dans ce cas, la projection du moment cinétique sur l'axe de Z ne peut prendre que les valeurs plus ou moins. Spin vers le haut ou spin vers le bas. Uniquement ces deux valeurs. Donc voilà un exemple de grandeur physique quantifiée. Alors, comme il s'agit de charge en rotation, à cette rotation de charge est associé aussi un moment magnétique. Et donc, les atomes ont un moment magnétique, et la projection du moment magnétique sur un axe donné est quantifiée. M, le moment magnétique, a soit cette valeur, soit la valeur opposée. De sorte que si on met l'atome dans un champ magnétique, l'interaction magnétique va avoir des signes différents, suivant que le spin est vers le haut ou vers le bas. Et on va avoir donc deux niveaux d'énergie, correspondant au spin vers le haut et spin vers le bas, séparés par un écart ici, proportionnel au champ extérieur, B, delta E proportionnel à B, qu'on peut écrire delta E égale H mu Z, où mu Z est cette fréquence. Et pour des champs magnétiques résonants, cette fréquence mu Z tombe dans le domaine radiofréquence ou micro-ondes, et ce qu'on appelle la résonance magnétique, dont vous avez tous entendu parler, puisqu'elle maintenant elle a envahi le domaine médical, ce sont des transitions d'absorption et d'émission de cette onde résonante, mu Z, entre les deux niveaux de spin. La résonance magnétique, c'est le basculement du spin du plus vers moins ou de moins vers plus par absorption ou émission de rayonnement micro-ondes ou radiofréquence. Alors, le problème, c'est que à l'équilibre thermodynamique, si on prend un gaz ou un solide ou un liquide, à l'équilibre thermodynamique, et si ce gaz contient, le liquide contient des spins, il y a pratiquement autant de spins qui pointent vers le haut que de spins qui pointent vers le bas, parce que la température est relativement haute et le champ magnétique n'est pas gigantesque. Et le facteur de Boltzmann, qui caractérise la répartition des populations entre les deux niveaux, est voisin de 1. Il y a un petit peu plus d'atomes dans le niveau inférieur que dans le niveau supérieur, mais pratiquement 49,5% contre 50,5%. La différence relative des populations des deux niveaux est très faible. Or, les signaux de résonance magnétique sont proportionnels à la différence absolue des nombres absolus d'atomes avec le spin vers le haut et vers le spin vers le bas. Si le taux de polarisation est très faible, pour avoir un nombre absolu une différence de population importante, il faut avoir un très grand nombre de spins. Ça veut dire que pour détecter la résonance magnétique par les méthodes traditionnelles, il faut travailler sur des substances denses comme des solides ou des liquides. La résonance magnétique n'est pas facile à observer sur des gaz. Ou alors utiliser des méthodes de géomoléculaire que je n'aborde pas ici. Donc pendant très longtemps, on a regardé surtout la résonance magnétique sur les solides ou sur les liquides. Et c'est là qu'intervient l'idée de Kästler, publiée en 1950 dans le journal physique. Et l'idée de Kästler était extraordinairement simple. C'est que les photons ont aussi un moment cinétique. Et ce moment cinétique dépend de la polarisation de la lumière. Et la lumière, on sait la polariser simplement, il suffit de mettre un polariseur du type de ceux qu'on a dans nos lunettes de soleil, et puis des lampes d'argent. On sait polariser la lumière, et on sait donc créer des faisceaux lumineux qui ont des moments cinétiques, les photons ont des moments cinétiques bien définis. Et quand les atomes absorbent ce moment cinétique, ils gagnent le moment cinétique, ils deviennent polarisés. Donc on transfère le moment cinétique d'un faisceau de lumière polarisé vers des atomes. On obtient des taux de polarisation qui peuvent atteindre 80%. On peut avoir 80% des atomes en bas et 20% des atomes en haut, dans les niveaux spin vers le haut, ou l'inverse, 80% des spins vers le haut et 20% des spins vers le bas. Donc on sait réaliser des différences de population importantes, et il devient alors possible
de détecter la résonance magnétique dans des gaz. Et ça, c'est très important dans des vapeurs très diluées, parce que dans des vapeurs très diluées, les interactions atome-atome sont très faibles, puisque les atomes sont très distants les uns des autres, et par conséquent, la perturbation liée aux interactions entre atomes est beaucoup plus faible sur les niveaux d'énergie. On peut faire donc une spectroscopie de beaucoup plus grande résolution qui apporte des informations détaillées sur la structure des atomes. Alors, j'ai ici dans le cliché suivant une photo donc, de mes deux directeurs de thèse, Alfred Kassler, dont on a beaucoup parlé ce matin, cet après-midi, et Jean Banchet, qui était son premier collaborateur, qui ont donc animé en France une école de physique atomique, qui a été pendant plusieurs années, qui ont joué un rôle très important dans la renaissance de la physique en France après, disons, la Deuxième Guerre mondiale, où elle était complètement sinistrée, où elle avait disparu. Alors, comme toujours, alors ça c'est un bel exemple, je trouve, de retombée de la recherche fondamentale. Le pompage optique s'est déroulé pendant des décennies. Des recherches fondamentales sur la structure des niveaux, sur les structures des masses, sur les structures hyperfines, sur les enveloppes atomiques, toute une série d'expériences. Et puis d'un coup est apparue une application inattendue, que personne n'avait programmée. Aucun politique n'aurait pu programmer un programme de recherche pour cette application. Et je voudrais vous la donner maintenant. L'idée est arrivée d'un coup, comme souvent. Souvent les applications les plus importantes ne sont pas prévues. Elles apparaissent de manière tout à fait inattendue. Il y a eu l'idée qu'on pouvait polariser par pompage optique un gaz d'hélium 3. L'hélium est un gaz rare qui n'attaque pas les tissus du corps humain. Donc on peut polariser un gaz d'hélium 3, le mélanger à de l'air. Comme c'est des noyaux, leur temps de relaxation, il reste polarisé pendant un temps très long. On peut faire respirer ça à un patient. On remplit ses poumons d'un gaz polarisé. Et on peut faire une image de résonance magnétique. Une image d'IRM, imagerie par résonance magnétique, sur l'hélium. Alors que d'habitude, l'IRM est faite sur les protons. Les protons des molécules d'eau. Molécules d'eau qu'on trouve dans le sang, dans les os, dans les muscles, dans la lymphe, mais pas dans les cavités du poumon, puisqu'elles sont liées que de l'air. D'accord? D'accord? Donc, au lieu de voir les cavités, les parties solides ou liquides du poumon, on peut voir avec l'hélium 3 les parties vides, les cavités. Et voilà un cliché que j'aime beaucoup, où on voit à gauche une image IRM d'un poumon, où on détecte les protons, où on voit les côtes, l'estomac, l'œsophage, le cœur, mais on ne voit pas les poumons. Et à droite, une image IRM sur l'hélium 3, où, alors maintenant on ne voit plus les côtes bien sûr, on ne voit plus l'estomac, mais on voit très bien les cavités du poumon. Et maintenant cette méthode se développe de plus en plus, on arrive à faire des résolutions dans une fraction de millimètre, on peut trouver quelles sont les cavités qui sont obstruées, qui sont malades, et on peut détecter des maladies comme l'emphysème, l'asthme, les méfaits du tabac, etc. Donc c'est devenu un outil médical. Donc, là c'est un bel exemple. Personne n'aurait pensé qu'on a démarré le pompage optique, démarré cette série de recherches pour faire une application médicale. Cette application est arrivée après. De même, je sais que le laser, quand il est apparu, en 1960, j'étais un jeune étudiant, je finissais juste ma thèse, les gens disaient, mais ça c'est une solution qui attend son problème, ça ne sert à rien. À l'époque, les gens pensaient que ça ne servait à rien. Personne n'avait eu l'idée de regarder le laser, c'était une conséquence des théories fondamentales d'Einstein sur l'émission stimulée, et des inversions de population qui sont apparues à la suite des travaux sur le pompage optique et d'autres travaux, donc c'était quelque chose qui n'était pas planifié. Et puis Downs et Shallow ont eu l'idée de faire cette source lumineuse qui a complètement transformé l'optique, la physique atomique et moléculaire, et qui avait aussi des applications innombrables, comme les lecteurs CD, les fibres optiques, les pointeurs laser, la géodésie, enfin bref, les lasers sont devenus un marché de plusieurs milliards de dollars. Donc ça c'était aussi une application qui n'était pas du tout programmée au départ. Je passe maintenant deuxième exemple, force exercée par la lumière sur les atomes. Alors maintenant, ça va être le transfert non plus du moment cinétique, mais le transfert de la quantité de mouvement. Alors je prends un exemple simple, que j'ai donné ce matin dans ma conférence à l'Académie des sciences. On prend une cible, et puis on la bombarde avec des particules petit p, qui viennent tous dans la même direction. Les particules choquent la cible, rebondissent sur elle, et sous l'effet de ce bombardement incessant, la cible va être poussée. D'accord? Vous avez tous vu une raquette heurtée par une balle de tennis, la raquette subit un choc dans la direction des projectiles incidents. Alors si on remplace
la cible par un atome et les photons et les projectiles par des photons, la même situation se produit. Les photons rebondissent, sont absorbés, sont réémis par les photons. Ces photons transportent une quantité de mouvement, et ce transfert de quantité de mouvement des photons vers les atomes vont pousser l'atome, et ça va être ce qu'on appelle la pression de radiation. Phénomène que l'on connaît déjà, qu'on peut voir à l'œil nu sur la queue des comètes. Une comète est un objet astrophysique qui est entouré de nuages de poussière, et la lumière qui vient du Soleil pousse les grains qui entourent la comète dans la direction du Soleil, et on va apparaître la queue de la comète. Et la queue, vous voyez, n'est pas orientée le long de la trajectoire de la comète, elle est orientée dans la direction du Soleil. Ça, c'est observé depuis plusieurs siècles, mais avec les vaisseaux laser maintenant, même de puissance modérée, la force qu'on peut exercer sur les atomes peut être considérable, comme je vais essayer de vous le montrer par un petit calcul simple, que je pense que des lycéens en terminale peuvent suivre, et qui est le suivant. On a un atome dans l'état fondamental, immobile, G, il absorbe un photon, H nu sur C, H nu de l'énergie H nu de quantité de mouvement H nu sur C. Quand l'atome absorbe le photon, il recule. Pourquoi? Parce que la quantité de mouvement doit être conservée. Dans l'état final, l'atome est monté dans l'état excité, le photon a disparu. La quantité de mouvement total ici, H nu sur C, doit se retrouver ici. Il n'y a plus que l'atome maintenant. Donc l'atome doit bouger avec une vitesse V telle que mv égale H nu sur C. Ça, c'est la conservation de la quantité de mouvement. On en déduit une expression très simple de la vitesse de recul, V recul égale H nu sur mc. Une fois l'atome dans l'état excité, il ne va pas y rester indéfiniment parce que les états excités des atomes ont ce qu'on appelle une durée de vie finie. Au bout d'un certain temps moyen, qu'on appelle la durée de vie radiative, l'atome retombe dans l'état fondamental, G, en émettant spontanément un photon dans toutes les directions possibles de l'espace, comme c'est représenté ici. Et la symétrie de l'émission spontanée est telle que la probabilité d'émettre un photon dans une direction et dans la direction opposée sont égales. De sorte que le recul de l'atome lorsqu'il émet un photon a une probabilité donnée d'être dans sa direction et la probabilité égale dans la direction opposée. De sorte qu'en moyenne, si on moyenne sur toutes les directions possibles, où le photon peut être émis, la quantité de mouvement perdu lors de l'émission est nulle. Donc, si on considère un cycle absorption suivie d'une émission spontanée, la variation de vitesse de l'atome, delta V, n'est due qu'au processus d'absorption, elle vaut V recul, c'est-à-dire H nu sur mc. Et quand on met les ordres de grandeur de H, de nu, de m et de c dans cette expression, on trouve que pour un photon optique, par exemple pour le photon de la raie jaune émise par le sodium, la vitesse de recul est de l'ordre du centimètre par seconde. Exactement pour le sodium, elle vaut 3 cm par seconde, pour le césium, elle vaut 3 mm par seconde. Vous voyez que c'est une vitesse de l'ordre du centimètre par seconde, beaucoup, beaucoup plus petite que la vitesse des molécules dans la pièce qui nous entoure ici, à la température ambiante, qui est plutôt de l'ordre de 500 mètres par seconde. Donc on a des effets de recul qui sont tout petits, et c'est la raison pour laquelle ils ont été pendant très longtemps négligés, ignorés. Sauf bien sûr dans le domaine gamma, où la nu est beaucoup plus grande. Mais il ne faut pas oublier que dans un faisceau laser, ce processus peut se répéter. En effet, une fois que l'atome a absorbé et émis un photon, il est toujours dans le faisceau laser. Il peut en absorber un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Combien par seconde? Appelons W le nombre de photons émis le nombre de cycles par seconde. Comme la durée de chaque cycle est déterminée par le temps passé dans l'état excité, donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il était de l'ordre de 10 moins 8 secondes, 10 nanosecondes. Vous voyez que 1 sur tau, c'est de l'ordre de 10 puissance 8 par seconde, ce qui veut dire qu'un atome de sodium ou de césium dans un faisceau laser résonnant exécute à peu près 100 millions de cycles par seconde. C'est énorme. Alors, à chacun de ces cycles, sa vitesse ne change que de 1 cm par seconde, mais si on répète ce petit effet un très grand nombre de fois par seconde, on obtient un changement de vitesse par seconde, qui est en physique ce qu'on appelle l'accélération. L'accélération, c'est le changement de vitesse par seconde. On obtient une accélération, changement de vitesse par seconde, égal au changement de vitesse par cycle, que multiplie le nombre de cycles par seconde, c'est-à-dire 1 sur tau r multiplie v recul, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 mètres par seconde que multiplie 10 puissance 8 par seconde, c'est-à-dire 10 puissance 6 mètres par seconde carré. Or, l'accélération due à la pesanteur, vous le savez bien, c'est 10 mètres par seconde carré. Vous voyez ici donc l'accélération ou la décélération de l'atome dans un faisceau laser résonnant
est de l'ordre de 10 puissance 5 G, 100 000 fois G, l'accélération de la pesanteur, qui est énorme, c'est une force énorme. Donc, les forces de pression de radiation exercées par un faisceau laser de puissance raisonnable, 100 milliwatts, peuvent être de l'ordre de 100 000 G, c'est-à-dire quelque chose d'absolument énorme. Et avec ces forces, on peut changer la vitesse moyenne des atomes, c'est-à-dire les ralentir ou les accélérer, et on peut aussi changer la dispersion des vitesses autour de la valeur moyenne, c'est-à-dire les refroidir. Parce qu'en physique, la température, c'est quelque chose qui est lié au mouvement d'agitation désordonné des atomes, ce n'est pas lié à la vitesse moyenne, c'est lié à la dispersion des vitesses autour de la valeur moyenne. Plus les vitesses sont désordonnées, plus le système est chaud. Donc la température est une mesure du désordre des vitesses. Voici un exemple de nuage d'atomes à l'intersection de 6 faisceaux laser, 2 suivant X, 2 suivant Y, 2 suivant Z, où on a donc réussi à obtenir des températures de l'ordre du microkelvin, de quelques microkelvin, 10-6K, et des vitesses de l'ordre de quelques millimètres par seconde. En physique, l'unité de température, plutôt que le degré centigrade ou que le degré Fahrenheit, c'est le degré Kelvin. C'est une échelle de température qui va de 0 à l'infini. 0 absolu, c'est tout est gelé complètement. La température de la pièce ici, c'est 300 degrés Kelvin. La glace fondante, c'est 273 degrés Kelvin. L'eau bouillante, c'est 373 degrés Kelvin. Ici, on a 10,6 Kelvin, c'est-à-dire 300 millions de fois plus basse que la température ambiante. On sait aussi réaliser des températures de l'ordre du nano-Kelvin, 10,9 Kelvin. Et à température ambiante, on a donc 300 Kelvin, des vitesses atomiques de l'ordre du kilomètre par seconde. Vous voyez donc qu'on a gagné un facteur considérable sur la température et sur la vitesse d'agitation des atomes. Et on peut dire en quelque sorte que ce sont les atomes les plus froids de l'univers, puisque nous savons maintenant, par des mesures qui se sont écoulées pendant les dernières décennies, que l'univers est rempli d'un rayonnement fossile, le rayonnement fossile du Big Bang, et le rayonnement fossile qui est à une température précise, qu'on a pu mesurer précisément, égale à 2,7 degrés Kelvin. Donc les atomes qu'on a au laboratoire maintenant sont plusieurs centaines de millions de fois plus froids que l'univers qui nous entoure. Alors, je vous donne quelques mécanismes de refroidissement parce qu'ils sont très simples. Refroidissement laser Doppler. On a un atome maintenant soumis à 2 faisceaux laser se propageant dans une direction opposée. Les 2 ondes laser ont la même fréquence, nuelle, la même intensité, et nuelle, la fréquence du laser, est légèrement désaccordée en dessous de la fréquence de l'atome NUA. Elle est désaccordée vers le rouge de la fréquence atomique. Si l'atome est immobile, il n'y a pas d'effet Doppler, les 2 fréquences apparentes sont les mêmes, comme les 2 intensités sont les mêmes, les 2 forces de pression de radiation sont égales et opposées, elles se comportent exactement et la force totale ressentie par l'atome est nulle. Si l'atome se déplace vers la droite, comme je l'ai dessiné ici, à cause de l'effet Doppler, l'onde qui vient en sens inverse voit sa fréquence apparente augmenter. Quand un train arrive vers nous d'ici, la fréquence sonore augmente à cause de l'effet Doppler. Donc, la fréquence nuelle apparente augmente, elle se rapproche donc de NUA. Si elle se rapproche de NUA, on se rapproche de résonance. Plus de photons sont absorbés, la force augmente. Si les conclusions sont inverses pour l'onde qui se propage dans le même sens, l'effet Doppler maintenant diminue NUelle, éloigne davantage NUelle de la résonance, il y a moins de photons qui sont absorbés et la force diminue. Donc, vous voyez qu'à cause de l'effet Doppler, les 2 forces qui s'est équilibrées pour V égale 0 ne sont plus équilibrées pour V différente de 0 et que la force opposée l'emporte, et de sorte que la différence des 2 forces donne une force opposée à la vitesse. On a donc un milieu soumis à une force de la force F égale moins alpha V, où alpha est un coefficient et V la vitesse. Et c'est ce qu'on appelle une mélasse optique, parce qu'une mélasse, comme un pot de miel, c'est un milieu visqueux. La viscosité en physique, c'est une force proportionnelle à la vitesse et opposée à la vitesse. En effet, si vous avez une cuillère et que vous essayez de la bouger dans un pot de miel, du miel liquide, pas solide, plus vous allez vite, plus la force sera importante, plus vous aurez du mal à pousser la cuillère. Ça, c'est la viscosité. Et puis ici, on a l'équivalent d'une mélasse, où le miel est remplacé par la lumière. Alors, ceci a donné donc dû à beaucoup d'excitation, beaucoup de calculs théoriques pour essayer de prévoir la température minimale qu'on pouvait atteindre. On a prévu ainsi des températures de l'ordre de 200 microkelvin, déjà remarquable, hein.
Et alors la grande surprise, c'est que quand on a mesuré ces températures par des méthodes de temps de vol, la méthode de temps de vol est une méthode très simple, on a une boule d'atomes froids, on met la sortie, on coupe les faisceaux laser, les atomes sont lâchés, ils partent avec leur vitesse initiale, et donc la boule augmente de taille. Et si on prend une photo à des instants différents de la nuage, on voit la vitesse d'expansion du nuage, et de cette vitesse d'expansion du nuage, on détermine la distribution de vitesse des atomes, donc la température. Voilà comment on mesure la température. Donc on a fait ça, on s'est rendu compte que les températures étaient 100 fois plus basses que prévu. Surprise agréable, parce qu'en général, les expériences donnent des résultats moins bons que ce que prévoit la théorie. Ici, c'était 100 fois meilleur que ce que prévoit la théorie, ce qui montre que ce n'était pas le mécanisme Doppler qui était le mécanisme important, qu'il y en avait d'autres, qui n'étaient pas encore élucidés. Et un de ces mécanismes qu'on a identifié avec mon jeune collègue Jean Dalibard est le suivant, c'est que les deux faisceaux laser qui font le refroidissement dans une direction X sont cohérents et ils interfèrent pour donner naissance à ce qu'on appelle une onde stationnaire, avec des nœuds et des ventres d'intensité. Donc l'intensité est modulée dans l'espace avec une période spatiale qui correspond à la longueur d'onde de la lumière. Or, Zora a expliqué tout à l'heure que la lumière non résonante déplaçait les niveaux d'énergie des atomes. C'était un peu le sujet que j'avais étudié dans mon travail de thèse. Donc les niveaux éman de l'atome de sodium dans l'état fondamental sont déplacés par la lumière d'une quantité qui oscille dans l'espace, parce que l'intensité de l'onde stationnaire oscille dans l'espace. Voilà un sous-niveau Zeeman, et voilà un autre sous-niveau Zeeman. Alors il se passe la chose suivante, qu'un atome qui est dans un sous-niveau Zeeman et qui se déplace vers la droite, gravit cette colline de potentiel, et puis quand il est au sommet, il peut absorber un photon et émettre un autre photon qui le fait passer du sommet de la colline au fond de la vallée ici, et il doit remonter la colline ici de nouveau, et un nouveau cycle de pompage optique il remonte la vallée. Il est donc exactement dans la situation du héros de la mythologie grecque, Sisyphe, qui était condamné à monter un rocher au sommet d'une montagne, et quand il était au sommet de la montagne, les dieux le remettaient en bas, parce qu'ils les avaient offensés, donc il devait de nouveau refaire le travail. C'était le mythe de Sisyphe. Et c'est ici exactement un mythe de Sisyphe atomique. L'atome est épuisé par ce mouvement de montée permanent, et ça le refroidit à des températures très basses. On peut faire la théorie de cet effet. Nous l'avons fait, on a aussi vérifié expérimentalement toutes les caractéristiques, et c'est ce phénomène qui intervient. Voici un exemple de montage de cellules expérimentales, un ballon de Pyrex ici d'un demi-litre, ou d'un litre, pardon, de césium, rempli de césium, une vapeur de césium, à la température ambiante, donc on peut prendre le ballon dans les mains. Et puis, on a des faisceaux laser dans tous les sens qui refroidissent les atomes, qui les piègent. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un tout petit point orange, ici, qui est un petit nuage d'atomes froids qui est piégé au centre du ballon, de la vapeur, 100 millions d'atomes qui sont à une température de l'ordre de 2 microkelvin. Donc on a un outil, donc on a une cellule, et à l'intérieur, un petit nuage d'atomes froids qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour faire la physique. Voilà un exemple de montage expérimental, une expérience typique, une table de l'ordre de 2 mètres sur 2 avec des montages, des lentilles, un ralentisseur Zeeman. Ça a l'air compliqué, c'est en fait pas trop compliqué parce que ce sont essentiellement des lentilles, des prismes, des fibres optiques qui guident la lumière des lasers. Les lasers sont produits par des diodes laser qui sont extrêmement petits, compacts, et puis on a des champs magnétiques. Donc c'est une expérience à l'échelle tout à fait humaine qui peut être maîtrisée par 2 chercheurs. Ce n'est pas une grosse expérience style l'expérience du CERN de la physique des particules. Et actuellement, on arrive même à maîtriser suffisamment cette technologie pour faire des gradients de champs magnétiques, des faisceaux laser, tout ça miniaturisé sur ce qu'on appelle des puces atomes froids, parce que de la même manière que les lasers, les premiers lasers c'était des monstres, et puis petit à petit ils se sont miniaturisés. Maintenant on a des diodes laser dans le disque compact, on a des diodes laser ici, et ils sont devenus extrêmement faciles et peu chers à utiliser, à construire. De même façon, on essaye de rendre la technologie des atomes froids de plus en plus compacte et de plus en plus simple à utiliser. Bon, alors je passe maintenant à la dernière partie de mon exposé. Bon, une fois qu'on a ces atomes froids, des températures de l'ordre du microkelvin, du nanokelvin, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je voudrais classer les applications en 2 grandes catégories. La première grande catégorie, c'est des temps d'observation longs. Si les atomes sont froids, leurs vitesses sont faibles, donc ils vont passer un temps beaucoup plus long dans la zone où on les observe.
Et donc on va pouvoir augmenter les temps d'observation. Or, en physique, il y a une relation d'incertitude temps-énergie qui nous dit que plus longtemps on observe un système, plus faible est l'incertitude sur la mesure de l'énergie delta U. Delta E, delta T de l'ordre de la barre. Donc si on a des atomes qu'on peut observer pendant un temps très long, on va pouvoir faire des mesures sur eux de très grande précision. On va donc pouvoir augmenter la précision de la spectroscopie de manière spectaculaire. On va pouvoir faire des étalons de fréquences beaucoup plus stables, beaucoup plus précis, c'est-à-dire des horloges atomiques plus stables, plus précis. Ça a été le sujet de mon exposé ce matin. On arrive maintenant à faire des horloges atomiques avec des stabilités relatives de l'ordre de 10-16, une erreur de l'ordre de la seconde après 300 millions d'années. Ça donne un peu une idée de la précision des horloges, avec une application, des tas d'applications aussi bien en physique appliquée, comme le système GPS, qu'en physique fondamentale, comme la théorie de la relativité générale. Et une deuxième grande catégorie d'applications, on revient à la formule de De Broglie, lambda égale h sur mv, h la constante de Planck, m la masse, v la vitesse, et vous voyez que v est au dénominateur. Si on diminue v, on va augmenter le lambda de Broglie. Donc les atomes froids vont avoir des grandes longueurs de Broglie. Et donc l'aspect ondulatoire de la matière, le fait que le mouvement d'atomes, le fait que les atomes, c'est pas seulement des corpuscules, c'est aussi des ondes, va être plus facile à observer, à étudier. Et donc ça, c'est des nouveaux champs de recherche sont apparus, qu'on appelle par exemple l'interférométrie atomique, un champ de recherche où on recommence avec les ondes de Broglie d'atomes. Toutes les expériences de l'optique, on peut faire des francs-Biot, on peut faire des gyromètres, on peut faire des gradiomètres avec des interféromètres à ondes de Broglie. Et une autre grande catégorie d'applications qui est actuellement en train d'exploser dans toutes les directions, c'est la condensation de Bose-Einstein, sur laquelle je vais revenir dans un petit moment, qui est aussi un phénomène qui apparaît quand les longueurs d'onde de Broglie, les atomes deviennent plus grands que la distance moyenne qui les sépare. Alors, les horloges atomiques, je rappelle, je serai beaucoup plus bref que ce matin, parce que je voudrais parler aussi de la condensation de Bose-Einstein. Je rappelle le principe d'une horloge. Une horloge, si on prend, vous avez tous des quarks dans vos horloges, dans vos montres, pardon, mais deux quarks différents n'ont pas la même fréquence. Et si vous prenez un quark donné, sa fréquence va varier au cours du temps, sa fréquence n'est pas stable. D'où l'idée, il faut absolument maintenir la fréquence du quark stable à une valeur bien définie. Alors c'est ça le principe de l'horloge atomique, on a un quark, on le met dans un circuit électromagnétique qui crée une onde électromagnétique et on balaye la fréquence de cette onde pour tracer une courbe de résonance atomique, une transition atomique entre deux niveaux A et B. On a une courbe de résonance centrée à nu0 avec une certaine largeur delta nu. Et avec un servomécanisme, une courbe de réaction, un dispositif d'asservissement, on assujettit la fréquence d'oscillateur à rester toujours centrée, égale à la fréquence centrale de la réatomique. Donc le quark n'est plus libre de prendre les valeurs qu'il veut, ce servomécanisme le ramène toujours au centre de la fréquence atomique, et on a à ce moment-là une horloge atomique puisque sa fréquence est déterminée par l'atome. Alors, il est bien clair que plus delta nu sera petit, plus la stabilité de l'horloge sera bonne. Mais on peut montrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, que delta nu est de l'ordre de 1 sur T ou T le temps d'observation. Il est donc intéressant d'utiliser ces atomes lents, c'est-à-dire cette formule sera 3 pour allonger T et donc diminuer delta nu. Utiliser des atomes 3, ça va donner des résonances beaucoup plus fines et donc des horloges beaucoup plus précises. Donc l'idée est très simple. Alors comment elle est réalisée? Elle est réalisée de la manière suivante. On prend une boule d'atomes froids et on envoie une impulsion laser qui lance les atomes vers l'eau, comme ceci, comme une fontaine atomique, comme une fontaine d'eau, où l'eau est projetée vers le haut, et les gouttes d'eau montent et puis retombent. D'accord? Ici, les gouttes d'eau sont remplacées par des atomes, et la force est remplacée par une impulsion laser qui pousse les atomes vers le haut. Donc les atomes montent, ils traversent la cavité une première fois à la montée, une deuxième fois à la descente, et vous voyez que, sans faire les calculs, le temps entre la montée et la descente est de l'ordre d'une demi-seconde. Alors que si on a un jet atomique ordinaire qui se balade à 500 mètres, 300 mètres par seconde, ou 1 km par seconde, sur un mètre, ça va faire une milliseconde. Donc on augmente le temps d'interaction par un facteur de l'ordre de 200, et on a donc des horloges 200 fois plus précis. Alors,
actuellement, les stabilités de fréquence relatives sont de l'ordre de 1,6 10-7 pour un temps d'intégration de cette valeur, une précision de cet ordre de grandeur, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, une stabilité de 10-16, ça correspond à moins d'une seconde d'erreur sur 300 millions d'années, après 300 millions d'années. Alors, pour augmenter encore la précision de ces horloges, on a envie de lancer des atomes de plus en plus haut, mais à ce moment-là, Lequel ne croit que comme la racine carrée de la hauteur, et c'est donc pas réaliste, d'où l'idée de se débarrasser complètement de la gravité et de travailler dans l'espace. Et alors il y a toute une campagne d'essais d'abord en vol parabolique, c'est ce que j'ai dessiné ici, où on a un Airbus, une caravelle, au début c'était une caravelle, où le pilote met son avion face à son nom, coupe les gaz, parce que là l'avion continue en vol libre, en chute libre, il tombe, il retombe, après il va faire une parabole, et puis avant qu'il ne s'écrase, le pilote remet les gaz, et maintenant on fait une deuxième parabole, et ces paraboles-là durent à peu près 20 secondes, chaque parabole, et pendant 2 heures, le pilote peut en faire 40 à 50, et dans l'avion, il y a une vingtaine de groupes qui font des expériences de physique, de chimie, de biologie industrielle sur des matériaux pour faire des expériences en microgravité. Voilà ici un exemple du groupe Atome 3 dans l'Airbus, dans une phase parabolique. Je ne pourrais même pas autoriser à faire dans le sport parce que je suis trop âgé, mais mes jeunes collègues ont pu le faire et ils ont pu montrer que tout se passait bien, qu'on pouvait faire l'expérience dans ces conditions en microgravité. Et actuellement, il est prévu de mettre l'horloge Atome 3 sur la station spatiale, c'est Atomic Clock Ensemble in Space, ce sigle. Le projet subventionné par le Centre national d'études spatiales et l'European Space Agency, l'agence spatiale européenne. Voici un article de revue sur ce projet. C'est Christophe Salomon, un de mes collaborateurs, qui est le maître d'œuvre de ce projet. Et s'il marche, il est actuellement retardé à cause des ennuis de la navette. Il faut porter l'horloge dans la station spatiale internationale pour la navette. Et la navette a eu un accident dramatique il y a quelques années. Donc il y a toute une reprise de cette expérience qui demande un certain nombre d'années de mise au point, donc l'expérience va être retardée. Espérons qu'elle aura lieu 2009 peut-être, 2008, 2009, 2010. Bon, alors j'arrive même à la deuxième application, l'aspect ambulatoire de la matière, et je voudrais vous décrire tout d'abord une expérience que je trouve très belle et qui est maintenant un peu dans tous les ouvrages de mécanique quantique pour faire montrer la dualité onde-corpuscule pour la matière. Alors cette expérience est la suivante. Elle a été réalisée par des collègues japonais dans l'équipe de Fujio Shimizu à Tokyo. Et l'expérience est la suivante. On a une mélasse d'atomes de néon refroidis et piégés dans un niveau métastable. C'est un niveau excité, mais de très longue durée de vie, de plusieurs minutes, de sorte qu'on peut le considérer comme un état fondamental. Donc on a une boule d'atomes froids à quelques microkelvins. On coupe les faisceaux laser, les pièges qui les maintiennent. Les atomes tombent dans le champ gravitaire. Il traverse une première plaque où il y a 2 fentes et il heurte ici un écran situé en dessous de la plaque. Tout ça, c'est évidemment de quelques dizaines de centimètres. Comme ce sont des atomes métastables, ils ont une grande énergie interne et quand ils heurtent la plaque, ils donnent naissance à une gerbe d'électrons qui permet de les détecter un par un quand ils arrivent sur la plaque. D'accord ? Alors, j'ai vu l'expérience moi-même en temps réel. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit arriver les atomes un par un. On voit un point qui arrive ici, puis un point ici, puis un point ici, puis un point ici, un point ici. Ça a l'air complètement, au début, complètement aléatoire. Puis on accumule les points, et voilà ce qu'on observe au bout d'un certain temps. Chacun de ces points ici, c'est un impact d'un atome. D'accord ? Mais quand vous regardez cette figure, un peu les yeux, vous voyez clairement qu'il y a des régions où il y a beaucoup d'impact et des régions où il y en a beaucoup moins. Vous voyez des franges d'interférence. Et vous voyez sur cette figure, de manière spectaculaire, très simple, à l'œil nu, vous voyez que la répartition spatiale, chaque atome donne naissance à un impact localisé et que la répartition spatiale des impacts est modulée spatialement. Vous voyez ici clairement la dualité onde-corpuscule pour la matière, puisque chaque atome est un corpuscule, puisqu'il donne un impact localisé, mais chaque atome est aussi une onde, parce qu'il faut bien qu'il y ait une onde qui va donner naissance à ces franges. Et que le lien qui existe entre l'onde et le corpuscule, c'est un lien probabiliste. Le carré du module de l'onde donne la probabilité de trouver le corpuscule en un point. Et comme l'onde passe par les 2 fentes,
elle donne naissance à un phénomène d'interférence et offrant naissance au franc de Young. Si vous prenez la formule classique de Young, et vous remplacez la longueur d'onde de la lumière par la longueur de Broglie, vous trouvez la bonne valeur pour l'interférence qui est ici. D'accord? Donc le lien entre l'onde et le corpuscule, c'est un lien probabiliste. L'onde permet de calculer la probabilité pour que le corpuscule se manifeste. D'accord? Ça, c'est le point central de la mécanique quantique. Alors, bien sûr, ça, c'est l'expérience des francs de Young. On a recommencé cette expérience avec des gyromètres. On fait passer une onde de matière dans un sens, puis dans l'autre sens, et on les fait interférer. Et quand la plateforme sur laquelle l'interféromètre tourne, on va apparaître un décalage des francs. C'est le principe des gyromètres laser. C'est comme ça que les avions naviguent. On mesure la vitesse de rotation. On peut recommencer la même expérience avec les ondes de Broglie. Et la sensibilité attendue avec les ondes de Broglie est considérablement plus élevée que la sensibilité des gyromètres laser. Alors pour l'instant, avec les fibres optiques et la technologie laser, on sait faire des gyromètres excellents. Et dès maintenant, les gyromètres à ondes de Broglie qu'on sait réaliser atteignent les performances des meilleurs gyromètres laser et permettent de détecter des fréquences de rotation, des vitesses de rotation angulaire de l'ordre de 10 000 fois plus basse que la fréquence de rotation de la Terre qui fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc vous voyez, un tour en 24 heures, on peut détecter 10 000 fois plus lent qu'un tour en 24 heures avec un gyromètre à ondes de Broglie. On peut aussi mesurer G, l'accélération de la pesanteur, avec 8 chiffres significatifs. Et ça, c'est important parce que ça permet de détecter s'il y a des cavités dans le sol, donc application à la détection de puits de pétrole, et ainsi de suite. Donc tout ça, le phénomène, le champ de l'interférométrie atomique est un champ qui se développe de manière tout à fait spectaculaire. Alors je passe maintenant à la dernière partie de mon exposé, condensation de Bose-Einstein, et d'abord je rappelle quelques notions élémentaires sur les fermions et les bosons. Les particules de la nature se classent en deux catégories, les fermions et les bosons. Les fermions, ce sont des particules de spin, de moments cinétiques demi-entiers, 1 demi, 3 demi, 5 demi, 7 demi. Exemple, l'électron, le proton, le neutron. Et les fermions sont très individualistes. Une fois qu'il y en a un dans un état quantique, il ne veut pas qu'il y en ait un autre identique dans le même état. C'est le principe de Pauli. Il ne peut y avoir au plus qu'un fermion dans un état quantique défini. Et c'est comme ça qu'on comprend le remplissage du tableau périodique de Mendeleïev. Les bosons, eux, sont des particules de spin entiers. Le photon, un spin 1. Le méson, il y a des mésons de spin 1, de spin 2, de spin 0. Donc, c'est des particules de spin entiers. Et à la différence des fermions, les bosons sont grégaires. Ils aiment être ensemble dans le même état. Ils ont une tendance à l'agglutination dans le même état quantique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un atome? Est-ce que c'est un boson ou un fermion? Si on a un système composite, comme un atome qui comporte des protons, des neutrons et des électrons, et tant que les énergies mises en jeu ne conduisent pas à la désintégration de l'atome, à sa rupture, on peut le considérer comme une particule composite, qui est un boson s'il contient un nombre total pair de protons, neutrons, électrons. Par exemple, l'hydrogène, c'est un boson. Un proton, un électron. Mais le deutérium, un proton, un neutron, un électron, un nombre impair, c'est un fermion. L'hélium 4, 2 protons, 2 neutrons, 2 électrons, c'est un boson. L'hélium 3, 2 protons, 1 neutron, 2 électrons, 5 fermions, c'est un fermion. Donc vous voyez, suivant les isotopes, on a des atomes qui sont fermioniques ou bosoniques. Alors, qu'est-ce que c'est que la condensation de Bose-Einstein? Ça, c'est un phénomène qui a été là, lui aussi découvert par Einstein en 1924, à la suite d'un travail de Gauss qui a introduit une nouvelle manière de dénombrer le contact des états microscopiques d'un système de particules, et qui est le suivant. Supposez qu'on ait un atome identique, qui sont des bosons. À l'époque, on ne savait pas encore la différence entre bosons et fermions. Tout le monde ne pensait qu'en termes de bosons. Parce que le rayonnement de Planck, la loi de Planck, que Bose avait pu retrouver par sa statistique, les photons sont des bosons. Donc il avait étudié un dénombrement des états microscopiques du rayonnement, qui était la statistique qu'on appelle la statistique de Bose. Alors il supposait qu'on a un grand nombre de bosons dans un piège, un équilibre thermodynamique à la température T, et supposons qu'on diminue la température. Et Einstein a trouvé, en faisant ses calculs, alors Einstein prenait un gaz parfait, particules sans interaction. Et il trouvait qu'à une certaine température critique, TC,
l'état fondamental du piège qui contenait les atomes commençait à se remplir de manière macroscopique. Un nombre macroscopique, une proportion importante des bosons allaient tous se mettre dans l'état fondamental du puits, ce qu'il appelait un phénomène de condensation. À ce moment-là, tous ces atomes, il y a un nombre macroscopique d'atomes qui ont tous la même fonction d'onde macroscopique, parce que le piège est macroscopique et la fonction d'onde de l'état fondamental est macroscopique. On a donc une onde de matière macroscopique occupée par un nombre macroscopique d'états. Donc on a une onde de matière géante. Et qu'on revoit maintenant l'expression de la température critique, on s'aperçoit qu'elle correspond à une situation où, quand on diminue la température, la longueur de Broglie augmente parce que la vitesse diminue. Et la température critique correspond à une valeur de T telle que la longueur d'onde de Broglie des atomes devient de l'ordre de grandeur ou supérieure à la distance moyenne entre les atomes. Ça veut dire que les paquets d'ondes associés aux divers atomes se recouvrent, empiètent les uns sur les autres. Donc ils interfèrent, et c'est cet effet d'interférence quantique qui est à l'origine du phénomène de condensation. Alors qu'à température élevée, on a des tout petits paquets d'ondes, très séparés les uns des autres, on peut oublier les ondes, on peut considérer que c'est des boules de billard. Quand les ondes se recouvrent, on ne peut plus considérer que c'est des boules de billard. Il faut tenir compte absolument de l'aspect ondulatoire. Alors pendant longtemps, c'est resté purement académique, parce que les températures critiques trouvées par Einstein correspondaient à des températures telles qu'à ces températures-là, toutes les substances étaient soit solides, soit liquides. Alors comment faire confiance à un calcul qui traitait le système comme un gaz parfait sans interaction? Dans un liquide, les interactions entre atomes sont très importantes, dans un solide. Donc les hypothèses d'Einstein étaient complètement irréalistes et personne n'y croyait. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que l'hélium superflu devait avoir quelque chose à faire avec la condensation de Bose-Einstein. C'était le travail de London, il y avait toute une série de travaux, mais c'était très difficile parce que les effets d'interaction entre atomes masquent sont difficiles à isoler de l'effet de statistique pure prédit par Einstein. Mais maintenant, on sait avoir des températures beaucoup plus basses que les températures considérées par Einstein, où les longueurs d'onde de Broglie deviennent de l'ordre de dizaines de microns. On peut donc prendre un gaz dilué où la distance des atomes est plus petite que 10 microns, tout en restant un gaz. Or, pour passer d'un gaz à un solide, ou un liquide, qui est le vrai état d'équilibre à ces températures-là, il faut partir de deux atomes et faire un solide. Mais quand deux atomes entrent en collision, ils ne peuvent pas former une molécule. Ils restent dans un état d'énergie positive. Pour former une molécule, il faut tomber dans un état lié dans le vide potentiel. Il faut donc une collision à trois corps. Il faut que trois corps entrent en collision simultanément. Or, dans un gaz dilué, les collisions à trois corps sont beaucoup moins fréquentes que les collisions à deux corps. Donc, le temps nécessaire pour arriver au vrai état d'équilibre qui est le solide va être un temps très long. Donc, l'état gaz est un état qui est métastable. Ce n'est pas le vrai état d'équilibre, c'est un état métastable. Il va mettre beaucoup de temps avant d'atteindre le vrai état d'équilibre qui est le solide. Et ce temps métastable est suffisamment long pour observer le phénomène de condensation si la température est suffisamment basse pour que la longueur d'onde de Broglie soit plus grande que la distance moyenne entre atomes. Donc les condensats de Bose-Einstein dont vous parlez, ce sont des condensats métastables. Il n'existe que pendant un temps, mais qui est quand même suffisamment long pour qu'on puisse étudier toute la propriété. Au bout d'un certain temps, le système va atteindre le vrai état d'équilibre qui est le solide ou le liquide. Et donc c'est la raison pour laquelle ça a mis un certain temps à être observé. Il a fallu vraiment les techniques de refroidissement laser, de refroidissement d'évaporation. Autre question, comment détecter la condensation de Bose quand elle se produit? Alors là aussi, dans un piège, il y a une idée très simple, qui est la suivante. On s'attend à ce que la distribution spatiale des bosons dans le piège va avoir la forme d'un casque en poêle. Deux bosses, une bosse là et une bosse étroite. La bosse étroite ici, le pic étroit, c'est la contribution des atomes qui sont condensés dans l'état fondamental du puits et qui occupent donc la fonction d'onde, si c'est un oscillateur harmonique, qui a la largeur la plus petite. Vous savez que dans un oscillateur harmonique, la fonction d'onde de l'état fondamental, c'est celle qui a la largeur la plus petite. Donc cette structure étroite, c'est la contribution des atomes qui sont condensés. Et la structure large, le piédestal large qui est ici, c'est la contribution du nuage d'atomes qui ne sont pas condensés, qui occupent des niveaux excités du piège, dont les fonctions d'onde sont beaucoup plus larges. Donc on a une distribution qu'on appelle bimodale. Et alors, c'est en 1995
que pour la première fois ce phénomène a été observé par deux groupes américains, celui de Eric Cornell et Carl Weinman à Gila, à Boulder, dans le Colorado, et celui de Wolfgang Ketterle à MIT, sur le sodium. Et vous voyez ici des structures atopiques. Ici, par exemple, sur cette photo, au-dessus de la température critique, il n'y a pas d'occupation macroscopique de l'état fondamental. On a uniquement la bosse large des atomes non fermentés. Quand on arrive à la température critique, on voit la structure en deux pics, la bosse large et le pic étroit. Et quand on est en dessous de la température critique, à ce moment-là, tous les atomes vont se mettre dans l'état fondamental du puits, et on a un pic, on a ce qu'on appelle un condensat. On a 1 million d'atomes, tous dans la même fonction d'onde macroscopique. Alors cette expérience qui a valu à ces trois auteurs donc le prix Nobel en 2001 a attiré un énorme intérêt théorique et expérimental. Elle a fait l'univers, par exemple, de la première page de Science Magazine, et je trouve cette image assez parlante, représentant le condensat comme une armée de soldats qui marchent tous au pas, parce que tous les atomes sont dans la même fonction d'onde, ils sont tous cohérents. Donc, un nombre macroscopique d'atomes qui forment tous donc, un système cohérent, et puis des soldats erratiques qui sont un peu autour, qui ne sont pas encore condensés, qui sont les atomes qui sont dans les états excités du puits potentiel, qui constituent ce qu'on appelle le nuage non condensé. Et depuis cette époque, donc, ils forment donc de manière microscopique, depuis cette époque, après le rubidium et le sodium, toute une série d'atomes ont pu être condensés, observés dans la convection de Bose-Einstein. Alors, ce qui est remarquable avec ces systèmes, c'est qu'ils permettent d'observer des phénomènes quantiques à l'échelle macroscopique. Premier exemple, la cohérence. MIT, le groupe de MIT a fait l'expérience suivante, ils partent d'un condensat, ils le coupent en deux avec un faisceau laser, donc on a deux condensats, et puis on lâche. Les condensats tombent, ils grossissent, ils subissent une expansion, ils se recouvrent, et dans la zone où ils se recouvrent, on trouve des magnifiques franges d'interférence qui prouvent que ces deux objets, ces deux condensats, sont cohérents l'un avec l'autre et forment tous les deux un système dont la longueur d'onde de cohérence, est de la dimension du condensat. Autre exemple, ce qu'on appelle un laser atome. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un laser? Un laser, c'est une cavité optique dans laquelle il y a plusieurs modes de vibration, qui sont l'équivalent des états d'un piège. Et un de ces modes est rempli par un nombre macroscopique de photons qu'on appelle le seuil laser. Donc on a un mode de la cavité contenant un nombre macroscopique de photons. Et puis un des miroirs n'est pas parfait et il laisse échapper un faisceau de lumière cohérent. Bien, on peut prendre un condensat, un état du piège qui est rempli de manière macroscopique, d'un nombre macroscopique d'atomes, et on peut faire un petit trou dans le piège, qui laisse échapper un faisceau cohérent d'ondes de Broglie, qu'on appelle un laser atome. Un laser atome, c'est l'équivalent pour les ondes de Broglie d'un laser pour les ondes ordinaires. Et voilà un exemple, il y en a maintenant plusieurs dans le monde qui sont amunis. Un laser atome parallèle, bien parallèle, d'ondes de matière qui sortent cohérentes, qui sortent d'un condensat de Bose-Einstein. Alors évidemment, une fois qu'on a vidé le condensat, il faut le remplir, il faut refaire l'expérience. Donc ces lasers sont plus simples. Et à Paris, nous essayons en ce moment, David Guéry-Audelin à Paris essaye depuis plusieurs années de faire un laser atome continu par des méthodes un peu sophistiquées. C'est assez important parce que on sait que les révolutions qu'a apporté le laser en optique, on peut espérer que la réalisation d'un laser continu à atomes permettrait d'obtenir des révolutions analogues sur l'optique atomique. Autre exemple d'expérience faite à Paris, donc dans l'équipe de Jean Dalibard et à MIT aussi ensuite par la suite, c'est la suivante. Je reviens à l'hélium superfluide. L'hélium superfluide, vous savez, pourquoi on l'appelle superfluide, c'est que la propriété d'un superfluide, c'est qu'il n'y a pas de frottement. Si on met un liquide d'hélium superfluide dans un récipient cylindrique et qu'on tourne le récipient, on n'entraîne pas le liquide parce qu'il n'y a pas de frottement entre les parois et le liquide. Tant que la vitesse relative est inférieure à la vitesse critique de Landau. Par contre, si on dépasse cette valeur critique, le liquide superfluide se met à tourner, mais il ne tourne pas comme un solide ordinaire. Dans un solide ordinaire, quand vous faites tourner un solide ordinaire autour d'un axe, la vitesse croît comme la distance à l'axe. C'est oméga vectoriel R. Un superfluide a une vitesse qui est le gradient de la fonction d'onde. Le gradient de la phase de la fonction d'onde.
Et on peut montrer à ce moment-là, en prenant cette idée, que la densité doit être nulle sur l'axe de rotation et que la vitesse doit décroître linéairement avec la distance à l'axe. Au lieu de croître linéairement, elle décroît en 1 sur R. Et on trouve que la circulation de la vitesse sur une orbite autour de l'axe est quantifiée. C'est la quantification de la circulation de la vitesse. Ça, c'est ce qu'on appelle un vortex, un tourbillon quantique. Et bien, j'ai un collègue Dalibar, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'effet Sisyphe, a réalisé une très belle expérience à l'école normale, où on voit un condensat qu'on fait tourner, on fait tourner le piège qui le contient, en dessous d'une certaine rotation, vitesse de rotation, rien ne se passe, et puis au-dessus d'une certaine valeur, on voit apparaître un vortex, puis 7 ou 8 vortex, puis un réseau de vortex régulier, et puis au MIT aussi, ils ont observé des phénomènes analogues. On voit apparaître donc des tourbillons quantiques et des réseaux réguliers de tourbillons quantiques. Et il y a un autre effet de la physique de la matière condensée, qui est les supraconducteurs de type 2, et où on observe aussi des réseaux de tourbillons quantiques qu'on appelle les réseaux d'Abrikosov, qui sont ici. Et il y a une similarité remarquable entre ces deux phénomènes. Donc ça montre, et je voudrais à partir de cet exemple souligner l'intérêt des condensats gazeux. Pourquoi ça attire tant d'intérêt en ce moment dans le monde, et pourquoi, pour revenir à une des questions qui m'a été posée ce matin, pourquoi il y a un renouveau de la physique atomique et moléculaire à En effet, c'est que les condensats de Bose-Einstein gazeux sont des systèmes quantiques macroscopiques. Ils possèdent des propriétés comme la superfluidité, la cohérence, qui les apparentent à d'autres systèmes qui, jusqu'ici en physique, n'ont été rencontrés que sur des liquides comme l'hélium superfluide ou des solides comme les supraconducteurs. Donc on a une grande parenté entre les deux effets. Par contre, ce qui est nouveau avec les condensats gazeux, c'est que les interactions entre atomes sont beaucoup plus faibles que dans un solide ou dans un liquide, puisque la distance entre atomes est très grande. Et que par conséquent, ces interactions, on peut en tenir compte de manière précise et quantitative. Donc on peut reprendre des problèmes à n corps, de supraconductivité, de superfluidité, et les étudier de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus poussée, parce qu'on peut traiter les interactions de manière quantitative. Qui plus est, et alors ça c'est un résultat spectaculaire qui date de moins de 10 ans, on sait maintenant, en changeant un champ magnétique, modifier les interactions entre atomes, au moyen de ce qu'on appelle une résonance de Feshbach. Résonance qui était connue en physique nucléaire, mais qu'on a redécouvert sur les atomes très très froids. Et on peut obtenir, en fonction du champ magnétique, une courbe qui donne l'évolution d'un paramètre qu'on appelle la longueur de diffusion A, qui caractérise complètement la collision entre deux atomes ultra froids. Pour les spécialistes qui connaissent un peu la théorie des collisions, pour les atomes ultra froids, les collisions ne peuvent entrer que dans l'onde S, parce que la longueur d'onde de Broglie est beaucoup plus grande que la portée du potentiel, et dans l'onde de Broglie, le paramètre de diffusion de l'onde S, il y a un seul paramètre qu'on appelle la longueur de diffusion. Et on peut avoir une longueur de diffusion qui se comporte de la manière suivante, qui change d'une valeur positive à une valeur négative. Et ce qui est remarquable, c'est que quand la valeur est positive, le gaz est répulsif. Quand la valeur est négative, le gaz est attractif. Donc on a un bouton, un simple champ magnétique, en se plaçant au voisinage d'une valeur appropriée, on peut changer les propriétés du gaz, faire soit un gaz attractif, soit un gaz répulsif, soit même un gaz parfait sans interaction du tout. Donc les physiciens maintenant disposent de systèmes très froids, piégés, dont ils peuvent varier la densité, la température et les interactions. Ils peuvent donc simuler toute une série d'effets difficiles à étudier autrement en théorie de la matière condensée. Et je voudrais, pour terminer, dire quelques mots sur les fermions, parce que les fermions ont fait aussi l'objet d'études très poussées. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux types de particules ont des comportements tout à fait différents. Les bosons à basse température vont se mettre dans l'état fondamental, c'est ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein, alors que les fermions, eux, s'empilent l'un après l'autre, un par niveau, jusqu'à atteindre une énergie qu'on appelle l'énergie de Fermi. Ce phénomène bien connu dans la physique des métaux et des solides. Mais par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est coupler les fermions par paires, faire des paires de fermions. Et comme chaque fermion contient un nombre impair de fermions, si on en met deux fois le nombre impair, c'est un nombre pair, donc une paire de fermions, c'est un boson. Donc on est capable d'apparier les fermions deux par deux, on obtient des bosons qui, eux, peuvent se condenser. Et on obtient donc une condensation de paires de fermions.
Et ça, c'est un phénomène qui est connu en physique, qui est très important, c'est la supraconductivité. C'est la théorie BCS, Bardeen-Cooper-Schrieffer. Les électrons dans un métal peuvent former des paires par une attraction par l'intermédiaire des phonons entre les électrons. Et ces paires de Cooper, qui sont à très grande distance, qui sont très faiblement liées, peuvent se condenser et former une phase superfluide, qui est la phase superfluide responsable de la supraconductivité. Alors, immédiatement, les chercheurs de ce domaine de recherche, est-ce qu'on peut observer des phénomènes analogues sur les atomes? Et la réponse est oui. Deux types de paires d'atomes fermioniques ont été observés. D'abord, des paires, des vraies molécules, où on a deux atomes étroitement liés pour former une vraie molécule, et en nombre suffisant, à une température suffisamment basse pour qu'elles se condensent. On a un condensat moléculaire. Donc maintenant, on sait faire des condensats non seulement d'atomes, mais des condensats de molécules, des vraies molécules. Et puis on peut aussi, en se plaçant avec la résonance de Feshbach dans une région où on a une interaction faiblement attractive, et ça c'est facile à faire, plus facile que l'interaction via les phonons, on peut réaliser des paires de Cooper, moins lâches, beaucoup plus lâches, qui se conforment, qui se condensent pour former une phase superfluide analogue à la phase BCS. Et il a été possible, en particulier à MIT, en jouant sur le paramètre champ magnétique, en traversant la condensation, la divergence de la longueur de fusion, de passer continuellement d'un condensat de molécules à un condensat de paires de Cooper, c'est-à-dire de réaliser le rêve de beaucoup de systèmes américains condensés, qu'on appelle le crossover, le croisement BEC, Bose-Einstein Condensation, BCS, Bardeen-Cooper-Schrieffer. Ça a été observé. Et on peut espérer ainsi avoir un système modèle où on pourra beaucoup mieux comprendre peut-être la supraconductivité à haute température. Parce qu'on peut réaliser des suprafluidités dans des conditions où les interactions sont importantes et où la théorie de BCS n'est plus valable. Donc j'en arrive à ma conclusion, c'est que j'espère vous avoir convaincu dans cet exposé que notre capacité de contrôle et de manipulation des systèmes quantiques a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Je vous ai parlé uniquement des atomes neutres, mais il y a eu des progrès spectaculaires réalisés sur les ions, sur les électrons. Je me souviens avoir fait un séminaire à Tunis où j'ai parlé des expériences de des mecs qui ont piégé un seul électron et on le piégé pendant 1 an, pendant 10 mois. Et on a mesuré sur un seul électron, piégé pendant 10 mois, son moment magnétique avec 12 très significatifs, qui est la mesure la plus précise en physique. Donc vraiment, on sait maintenant manipuler les atomes un par un, observer la lumière qui s'émettent un par un, on peut les détecter un par un. Donc ces progrès ont permis l'éclosion de nouveaux domaines de recherche. Je vous ai donné des exemples, l'interférométrie, les fluides quantiques dégénérés, qui permettent à leur tour de poser de nouvelles questions. C'est toujours ce qui est important en physique, c'est de se poser de nouvelles questions et d'explorer des nouveaux systèmes, des nouveaux états de la matière. Et que ceci, on peut raisonnablement espérer que ces progrès déboucheront sur une meilleure compréhension du monde qui nous entoure et sur des nouvelles applications dont je suis certain que les plus importantes, on n'y pense pas aujourd'hui. Mais je suis aussi certain, à peu près certain, que dans la technologie qu'on utilisera dans 20 ans, ça sera le fruit de recherches fondamentales qui sont effectuées aujourd'hui. Donc il est crucial pour le développement de la technologie et des applications de préserver une recherche fondamentale aussi active que possible. Enfin, je voudrais revenir sur ce point, c'est que les atomes ultra-froids représentent en quelque sorte un banc d'essai, un système modèle où on peut contrôler tous les paramètres et qui permet de faire des modèles plus simples pour essayer de défricher des problèmes beaucoup plus complexes du problème à l'effort, parce qu'on peut contrôler tous les paramètres et qu'on peut faire des calculs beaucoup plus précis et pour comprendre l'importance de tous les facteurs qui en prochent. Donc là encore, je pense que beaucoup de développements peuvent être espérés dans les années qui viennent. Je vous remercie. Voilà, ma conférence aujourd'hui aura trait au refroidissement laser des atomes, les méthodes et les applications. Alors, ces méthodes reposent toutes sur l'interaction matière-lumière et il m'a semblé indispensable de commencer mon exposé par des rappels élémentaires sur
la lumière et la matière, sur la dualité entre corpuscule et sur la physique quantique. Je m'excuse auprès des spécialistes, mais on m'a demandé de faire une conférence générale, donc j'ai essayé d'introduire ces notions de la façon la plus simple possible. Ensuite, je vous montrerai qu'une première manière de considérer la lumière, c'est de dire que c'est, comme vous l'avez dit, Zora, une manière de les écouter parler, d'obtenir des informations en observant la lumière que les atomes émettent ou absorbent. On arrive à avoir des informations sur leur structure, sur leur dynamique, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie. Une deuxième manière